Vous voulez déménager à Montréal? Aujourd'hui, on reçoit Audrey Chemin, qui est courtière hypothécaire, et elle va tout vous expliquer sur la manière d'obtenir un prêt ici au Québec. Elle est spécialisée avec les nouveaux arrivants, donc ça va être pratique pour vous. Elle connaît toutes les facettes, toutes les ficelles pour pouvoir obtenir un prêt hypothécaire pour acheter une propriété ici au Québec. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. On produit du contenu à chaque semaine pour vous aider dans votre projet de déménagement. À chaque semaine, on reçoit des questions de gens comme vous. Donc, si vous prévoyez déménager dans 2 semaines, dans 2 mois ou dans 2 ans, cliquez sur le lien dans la description pour prendre rendez-vous avec nous ou directement nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous aider et c'est un service complètement gratuit. Et maintenant, tout ce que vous devez savoir sur le prêt hypothécaire avec Audrey Chemin. Bonjour, aujourd'hui on est avec Audrey Chemin qui est courtier hypothécaire chez Prêt Immo Canada. Donc on va démystifier un petit peu que fait Audrey pour les clients. Donc, Audrey, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ton travail? Oui, alors mon travail à moi, donc c'est courtier hypothécaire. En Europe, on appelle ça courtier immobilier. En fait, je m'occupe de trouver des financements pour les personnes qui recherchent à acheter un logement. Parfait. Et justement, quand on parle de recherche, là, premier contact, j'imagine avec un courtier hypothécaire, j'imagine la même chose en Europe, c'est de savoir, de voir un peu notre capacité financière. C'est ça. Donc, comment ça fonctionne pour établir une capacité financière? Idéalement, c'est ce que tu as dit, le premier contact, ça va être avec moi. Ouais. La plupart du temps, malheureusement, les personnes, le premier contact, ça va être avec toi. L'agent immobilier. Avec l'agent immobilier, donc ici le courtier immobilier, parce que on a tous envie, quand on cherche une maison, d'aller regarder et visiter les maisons. Avec souvent, les personnes, malheureusement, elles prennent le train à l'envers et elles ont tendance à commencer par là, alors qu'en vrai, idéalement, il faudrait qu'elles viennent me contacter moi en premier, parce qu'évidemment, si tu ne sais pas ta capacité d'emprunt ici, tu vas potentiellement aller visiter des maisons que tu ne peux pas t'acheter. Exact. Donc, le but, c'est vraiment de commencer par me rencontrer moi, courtier hypothécaire, que je vous aide à établir votre capacité d'emprunt et qu'ensuite, vous puissiez aller visiter les maisons qui sont dans votre budget. Donc, ça, c'est vraiment le plus important à retenir. OK. Oui, c'est vraiment la base, là. Et à ce moment-là, pour acquérir une propriété, comment ça fonctionne? C'est quoi les étapes ou la marche à suivre pour pouvoir arriver avec un montant X? La première étape, donc, c'est on se rencontre, on discute, je récupère un certain nombre d'informations sur les acheteurs, je récupère aussi de la documentation, donc ça c'est vraiment très important parce que on ne peut pas établir une capacité d'emprunt juste sur du verbal. Quand on arrive ici au Canada, il faut garder en tête que peut-être qu'on est arrivé depuis peu de temps ou même si on est arrivé depuis un certain temps, on peut avoir une capacité d'emprunt qui va être différente de celle qu'on pouvait avoir dans notre pays d'origine parce que les documents sur lesquels on va se baser n'ont pas la même portée ou n'ont pas la même validité. Donc, je récupère toujours de la documentation. Donc, ça peut paraître un peu intense au départ lorsqu'on se rencontre la première fois parce qu'on ne se connaît pas. Les acheteurs doivent me donner beaucoup de documents, donc ça peut être un petit peu déstabilisant. Mais par contre, pour moi, c'est très important parce qu'une fois que j'ai revu les documents et que j'ai établi précisément la capacité d'emprunt, c'est béton. Donc, une fois qu'on a ça, on sait qu'on est capable de s'enligner pour un budget de X. Et évidemment, en fonction de ce que la banque va être capable de nous donner comme capacité d'emprunt, il y a ça, mais il y a aussi et surtout, est-ce que ça fait du sens avec mon budget à moi mensuel? Est-ce que l'argent qui va sortir de ma poche tous les mois va faire du sens dans mon budget de famille et est-ce que je suis capable de payer ça? Donc on va vraiment regarder les deux aspects, combien est-ce qu'on est capable d'emprunter et combien est-ce qu'on veut dépenser chaque mois. Ensuite de ça, moi j'établis la lettre de préqualification. Cette lettre de préqualification-là, elle va servir aux acheteurs à pouvoir visiter en sachant qu'ils sont capables d'acheter la propriété et donc de pouvoir le joindre à la promesse d'achat qu'ils vont faire avec leur courtier immobilier si jamais ils trouvent une propriété qui leur plaît. Ouais. C'est vraiment important justement de ne pas non plus dépasser sa limite parce que ça peut devenir dangereux. De toute façon, les banques à ce moment-là ne vont pas nécessairement approuver le processus, le dossier. Là, on parle de documents. Ça, je pense qu'on pourrait peut-être en parler une autre fois, mais à partir de ça, c'est parce que c'est des questions qui reviennent un petit peu assez souvent. Oui, mais est-ce que ça me prend un travail absolument pour avoir une approbation bancaire? Est-ce que je peux, en tant que PVTiste, le faire? Est-ce que juste avec ma résidence permanente, est-ce que je peux aussi avoir
une approbation bancaire? Comment ça fonctionne avec ces différents... Mais tout va dépendre, en premier lieu, de notre statut d'immigration. Donc, effectivement, est-ce que je suis en résidence permanente ou est-ce que je suis en permis de travail ou est-ce que je suis en permis d'études? Donc, on a vraiment ces trois aspects-là. Si je suis en résidence permanente, honnêtement, on est considéré vraiment comme un citoyen canadien, donc on est vraiment soumis aux mêmes règles. Si je suis en permis de travail, avec la nouvelle loi qui est en validité jusqu'à 2027, on doit avoir un permis de travail qui est valide 183 jours après la date de notaire pour avoir le droit d'acheter. Et en permis d'études, malheureusement, on est contraint à avoir 5 années d'avis de cotisation, donc autant dire que c'est vraiment très complexe. Évidemment, il y a des exceptions à tout ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans, mais il y a des exemptions de géographie, des exemptions de type de propriété aussi, notamment au niveau des plex. Donc, on aurait des situations sur lesquelles on serait exempté là-dessus. Par contre, dans tous les cas, en effet, qu'on soit citoyen, résident permanent, peu importe, on doit avoir un emploi. Ça, c'est sûr. On doit avoir un emploi et on doit avoir un emploi avec des revenus éligibles. Donc ça, c'est vraiment un autre aspect sur lequel, quand on est immigrant, on n'a peut-être pas forcément l'habitude. Les revenus éligibles, ce n'est pas nécessairement ce que nous, on pense être acceptable parce que j'ai telle somme qui tombe dans mon compte bancaire à tous les mois ou à toutes les 2 semaines. Ça ne veut pas nécessairement dire que la banque elle va considérer que ce revenu-là, il est prévisible. Donc, il faut vraiment, en amont, que nous, en tant que courtier hypothécaire, on étudie la validité et la pérennité des revenus perçus, en fait. Et ça va vraiment être clé. Et là, quand tu parles de revenus éligibles, c'est un emploi? Un emploi, mais surtout le type d'emploi. Donc, est-ce que j'ai des heures garanties? Est-ce que j'ai du variable? Est-ce que c'est du fixe? Est-ce que je suis à contrat? Donc, ça veut dire, est-ce que j'ai un équivalent qu'on va appeler de CDD finalement en Europe? Donc, est-ce que j'ai une date de fin de contrat sur mon contrat de travail? Et là, j'insiste, je parle vraiment du contrat de travail. Je ne parle pas du permis de travail. Parce que souvent, les gens, ils font la confusion et ils pensent que parce que leur permis de travail est valide 2 ou 3 ans, ça veut nécessairement dire que leur emploi, contrat de travail, va être valide 2 ou 3 ans. Ce n'est pas le cas. On peut très bien avoir un CDI, donc un contrat permanent, avec un permis de travail qui a une durée de validité fixe et fermée. OK. Donc, là, j'ai mon permis de travail, je suis résident permanent, j'ai mon emploi. Après ça, là, on se dirige vers le courtier hypothécaire. Là, la banque, c'est sûr qu'elle va nous demander aussi d'autres renseignements, Oui. dont la fameuse cote de crédit. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui. Alors, petit rappel, le score de crédit, qu'est-ce que c'est? Le score de crédit, c'est vraiment un score qui va être associé à notre profil en tant que payeur, qui va permettre de savoir aux différentes institutions financières si on va être un bon payeur dans le futur. Donc, le score de crédit va analyser notre comportement passé pour prédire notre comportement futur en termes de délinquance de paiement ou pas. Donc, plus notre score va être élevé, donc plus il va être proche de 900, meilleur va être notre score et donc notre image vis-à-vis des créanciers. Le score, il est entre 300 et 900, mais en vrai, on va le considérer plutôt entre 600 et 900. Parce qu'en bas de 600, ça commence à devenir vraiment, vraiment compliqué. Entre 600 et 700, c'est moyen, mais on peut faire quelque chose. Et au-delà de 700, on est vraiment dans des bonnes conditions. Donc, quand on arrive, on n'a pas de score de crédit au départ. Le score de crédit va commencer à exister à partir du moment où on ouvre soit une carte de crédit, soit un compte de téléphonie cellulaire. Idéalement, on aurait les deux, parce qu'au moins, ça va commencer à nous donner un score. Et automatiquement, le score de crédit va nous attribuer une cote qui va être autour de 720, qui est donc considérée comme très bonne. Et ensuite, notre comportement va faire que ce score-là va soit se maintenir, soit augmenter, soit diminuer. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail de comment faire maintenant, parce que c'est l'objet de très longue conférence juste sur ça, mais en gros, vraiment, j'invite les gens à aller se renseigner plus en détail sur que faire pour maintenir ce score de crédit-là. Ça veut dire que entre le moment où le score existe et le moment où nous, on va être capable de le voir dans notre Equifax ou notre TransUnion, il va se passer entre 2 et 4 mois à peu près. Donc le score existe, mais on ne le voit pas, et notre comportement va l'impacter sans qu'on le sache. Au bout de 2-4 mois, il va sortir. Là, on va être capable de le voir et de le contrôler, mais sans nécessairement toujours savoir quoi faire. Donc ça, c'est toujours la difficulté. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas capable d'acheter avant que le score ne sorte.
ou si on n'avait pas ouvert de carte de crédit et que finalement on n'avait toujours pas de score, ou qu'on est un couple et qu'il y en a un des deux seulement qui a une carte de crédit mais pas l'autre, on est quand même capable de prêter de l'argent pour acheter une maison. On ne va pas être capable de prêter de l'argent pour acheter une voiture, mais pour acheter une maison, par contre, on peut. C'est un peu bizarre, ils peuvent la saisir par la suite, mais c'est ça. Donc, on a la possibilité de prêter en échange d'avoir un certain nombre de garanties et donc de documents supplémentaires pour expliquer qu'on est un bon payeur grâce à ça. Une autre question aussi, c'est comment établir une cote de crédit? Qu'est-ce que c'est? Puis comment les banques voient ça versus nous autres qui, nous, au Québec, on a déjà le terme de crédit puis le code de crédit dans la tête. Mais je sais qu'en Europe, ça n'existe pas. Donc, comment ça s'est perçu? Est-ce que les gens vont bien percevoir ça aussi? Ben, c'est sûr que pour des personnes qui viennent d'Europe, par exemple, ou même d'autres pays en dehors de l'Amérique du Nord, on n'a pas l'habitude de travailler avec ce type d'éléments-là. Donc, c'est vrai qu'établir un score de crédit, vivre à crédit, comme on dit, c'est pas forcément dans les mentalités. Donc, il faut être capable d'embrasser, en fait, la mentalité du pays qui nous accueille. Donc, c'est un mindset qui est complètement différent. C'est sûr que c'est difficile à vivre, mais il faut l'accepter. On arrive ici, on embrasse les habitudes d'ici. Tout fonctionne avec le score de crédit. Donc, c'est vraiment important de mettre en place les éléments pour arriver à avoir le meilleur score de crédit possible. Parce que, comme tu l'as dit, les banques ne vont pas forcément nous percevoir d'un bon œil si, exemple, on est établi ici depuis 2 ans puis on n'a pas de score de crédit. Ça ne fait pas de sens pour eux. Donc, ils vont partir déjà avec un a priori négatif. Donc, c'est vraiment important d'établir notre score de crédit le plus vite possible et avec les meilleures habitudes possibles, évidemment, pour justement montrer qu'on est un bon payeur, mais qu'aussi on a bien compris le système et son mode de fonctionnement pour avoir après les meilleures conditions possibles lorsqu'on va négocier notre prêt. J'ai des clients qui me demandent, étant donné qu'ils ont un historique en Europe ou ailleurs, un historique soit de bons payeurs, de mauvais payeurs, etc., et qui ont déjà des actifs. J'ai souvent la question, est-ce que je peux, mettons, vendre mes actifs là-bas et revenir avec cet argent-là? Et comment ça fonctionne par rapport aux banques? Est-ce qu'ils vont se fier aussi sur les actifs, sur le passé, sur l'historique bancaire du pays? Alors, on ne va pas se fier à proprement parler sur l'historique bancaire dans le pays d'origine. Par contre, le fait d'avoir par exemple une lettre de la banque dans le pays d'origine qui dit « j'atteste que le compte a toujours fonctionné sans problème », c'est un plus. Donc ça, c'est sûr que ça va être un élément dont on va avoir besoin si la personne n'a pas encore de score de crédit ici. Donc ça, c'est vraiment effectivement un point intéressant. Par contre, on ne va pas forcément être en mesure d'utiliser ce document-là pour négocier de meilleures garanties. Ça va juste nous permettre de négocier « je te prête de l'argent ou je ne te prête pas de l'argent », mais pas « je te donne un meilleur taux ». Donc, c'est à prendre avec précaution. L'autre question que tu as posée, c'était est-ce que je vends mes actifs là-bas pour les amener ici? La réponse, c'est généralement, idéalement, oui. Parce que tous les actifs qu'on possède, et quand je parle d'actifs immobiliers, là, à l'étranger, sont perçus comme des dettes, en fait, ici au Canada. Donc, tant et aussi longtemps qu'on détient des actifs, mais aussi des dettes à l'étranger, on va vraiment les considérer comme une dette. S'il y a un prêt hypothécaire en cours, on parle de prêt immobilier en Europe par exemple, à ce moment-là, on va considérer la dette du prêt sans nécessairement considérer les loyers rentrants si la propriété est louée par exemple. Donc il faut faire attention à ça parce que ça peut vraiment venir gréver notre capacité d'emprunt au Canada si on continue de détenir des propriétés à l'étranger qui sont sous prêt hypothécaire. Quand on vend les actifs là-bas et qu'on les amène ici, on n'a pas d'impôts ou de taxes à payer, donc on peut tout à fait amener la totalité de notre somme. Le Canada ne va pas taxer ça ici, comme on le ferait si on revendait une propriété au Canada. Par contre, il faut garder en tête que tout revenu perçu, peu importe où qu'il soit dans le monde, doit être déclaré au Canada. Donc si j'ai vendu une propriété qui était louée en France et donc j'ai perçu du gain en capital,
je vais devoir le déclarer ici au Canada comme un gain en capital aussi. Et il y a après un phénomène d'entente entre la France et le Canada pour éviter qu'on paye un double impôt. Donc là, il faut vraiment que les gens se rapprochent d'un comptable ou d'un fiscaliste qui soit spécialisé dans les deux pays pour s'assurer qu'on est à jour là-dedans. Mais le fait de transiter la somme, elle n'est pas taxée. C'est quand même un gros point C'est très un important. gros Là, oui. parce que ça peut jouer sur beaucoup de choses en même temps. Là, on parlait aussi, je suis sur le cas à l'heure un peu, on parlait tantôt de notions de terme. Oui. C'est quoi exactement des notions de terme? Oui, alors un des gros aspects qu'on a ici en Amérique du Nord, puis en particulier au Canada versus l'Europe, c'est que quand on consent un prêt immobilier, un prêt hypothécaire, ce prêt-là va être amorti sur une durée X qui peut aller jusqu'à 30 ans. Mais par contre, le contrat qu'on va passer avec la banque, lui, il a une durée de validité qui est bien inférieure. Et donc, ça s'appelle le terme. Et donc, ce terme va varier entre 1 et 10 ans dans le fixe. Mais généralement, on va plutôt considérer le 1 à 5 ans parce que le 6, 7 et 10 ans est beaucoup moins courant. Et dans le variable, 3 et 5 ans. Donc, ça veut dire que je m'engage avec ma banque pendant cette durée-là. Je vais simuler ma mensualité sur un amortissement 25 ou 30 ans, par exemple. Mais au bout de 5 ans, admettons, si j'ai choisi un 5 ans, mon contrat arrive à échéance. Et donc, je vais devoir renégocier mon contrat avec tous les partenaires bancaires qui existent parce que je suis libérée de mon engagement vis-à-vis du créancier. Mais je vais devoir renégocier avec les conditions en vigueur à ce moment-là. Et le taux d'intérêt. Et le taux d'intérêt à ce moment-là. Donc, ça veut dire que je ne vais pas être capable de prolonger le taux que j'avais eu au préalable si le taux était bon. Et à l'inverse, si le taux n'était pas bon, je vais pouvoir bénéficier des nouveaux taux en vigueur. Mais je suis complètement libérée. Donc, je peux changer de créancier, je peux changer de type de terme, je peux changer ma durée d'amortissement. Je peux vraiment tout changer à ce moment-là. C'est carrément une renégociation page blanche. Totale. Oui. Ça, c'est important à savoir aussi. Donc, là, on a pas mal tous les éléments, point de vue pour un nouvel arrivant, c'est-à-dire bon, je sais qu'il faut que j'aie un emploi, il faut que j'aie soit un PVT ou ma résidence permanente. Mais en amont de tout ça, est-ce que tu peux nous donner des conseils sur comment se préparer justement à venir s'établir dans un nouveau pays? Alors, avant toute chose, c'est sûr qu'il faut prendre contact avec soit un avocat en immigration, soit bien se renseigner sur les forums et sur les sites du gouvernement sur les procédures d'immigration. Ça, c'est la première chose à voir. Mais en parallèle de ça, si jamais on pense qu'on a de bonnes chances d'avoir notre demande d'immigration approuvée et qu'on souhaite justement acquérir une propriété ou se loger rapidement après notre arrivée, ça va être de prendre contact le plus rapidement possible avec quelqu'un de notre équipe par exemple, parce que justement on est spécialisé dans les nouveaux arrivants, les immigrants, les investisseurs étrangers. Donc là, je laisse de côté les investisseurs étrangers, mais plus les immigrants, les nouveaux arrivants. On va être capable de vous donner des conseils justement sur toute la partie financière et bancaire, et donc les éléments à prendre en considération au préalable. Donc je vais donner des consultations. Les consultations avec un courtier hypothécaire, c'est gratuit. Donc il n'y a pas de question à ce niveau-là, et on va être capable de vous donner des clés spécifiques pour votre situation personnelle. Donc typiquement, si vous êtes dans tel domaine d'emploi, à quoi est-ce qu'il faut faire attention quand vous allez négocier votre emploi en arrivant ? Qu'est-ce que vous devez avoir justement sur votre lettre d'emploi pour s'assurer que derrière, on va être capable de pouvoir acheter ? Dans les choix de banque, on va pouvoir vous proposer justement différentes banques. Alors moi, je ne m'occupe pas des ouvertures, mais je connais les différentes banques et je suis capable de vous les présenter et de vous dire telle banque, sa spécificité c'est ça, telle autre banque, sa spécificité c'est ça. Et puis après ça, c'est les acheteurs qui décident et qui vont idéalement ouvrir un compte bancaire de l'étranger. Comme ça, tout est déjà fait. Ils peuvent envoyer déjà une partie de leur argent avant d'être sur le territoire. Et quand ils arrivent sur le territoire, ils n'ont juste plus qu'à se rendre dans leur banque et donc valider l'émission de la carte de crédit. Parce que donc la carte de crédit, par contre, elle n'est délivrée qu'une fois qu'on s'est rencontrés en face à face. Exactement. Pareil pour effectivement l'ouverture de la ligne de téléphonie cellulaire. Il y a beaucoup de gens qui continuent de travailler avec, alors
je vais citer, pour ne pas les citer, Free, qui est vraiment un gros concurrent en Europe. Alors c'est sûr qu'ils sont très, très compétitifs, et après ça, ils vont utiliser une application qui permet de transformer avec un numéro cellulaire canadien, mais ce n'est pas une bonne idée, parce que, encore une fois, la ligne de téléphonie cellulaire, ça vient rajouter des points dans ma cote de crédit. Donc ouvrir un forfait de téléphonie cellulaire à notre nom va vraiment être clé aussi pour établir notre score de crédit. Donc, ça va vraiment être cet aspect-là. Donc, préparer l'immigration, nous appeler pour qu'on puisse vous donner des conseils au préalable, ouvrir votre compte bancaire. Quand vous arrivez ici, ouvrir votre ligne de crédit et votre ligne cellulaire. Excellent. Merci Audrey, ça a vraiment été super intéressant. Et très instructif aussi. Maintenant, je pense qu'on peut avoir un petit peu plus l'image de qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir bien faire les choses en arrivant ici. Donc, je rappelle ta bannière, en fait, c'est Prêt Immo Canada. Oui. Audrey Chemin chez Prêt Immo Canada. Merci beaucoup. Donc, si vous avez aimé ce qu'on vous a présenté, on a plusieurs capsules qui s'en viennent aussi. Abonnez-vous. Audrey est spécialisée avec les nouveaux arrivants, donc vous pouvez la contacter. Ces informations vont être écrites dans la description en dessous. Et on fait du contenu à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, donc n'hésitez pas à nous suivre.